Mais quelle est la place des lanceurs d'alerte dans la police? En mai 2022, Agnès Naudin, ex-capitaine de police, syndicaliste et écrivaine, a été condamnée par le tribunal correctionnel des Hauts-de-Seine à une peine d'emprisonnement avec sursis et une interdiction d'exercer sa profession suite à la parution de son ouvrage Affaires de famille, paru en 2018, pour, je cite, violation du secret professionnel. Une initiative qui a visiblement déplu à sa hiérarchie, ainsi qu'aux magistrats de Nanterre et à l'IGPN. Aujourd'hui, après avoir contesté la décision du tribunal, la mère de famille est toujours dans l'attente de son procès en appel qui se déroulera à Versailles le 12 mars 2024. Dans notre épisode du jour, Agnès Naudin reviendra sur cette attente, son parcours et les raisons qui l'ont motivée à dénoncer aujourd'hui certaines pratiques au sein de l'institution policière. Votre face cam, c'est tout de suite sur Le Média TV. Donc, en mai l'année dernière, j'ai été condamnée par le tribunal correctionnel de Nanterre pour violation du secret professionnel parce que dans le livre Affaires de famille qui est sorti en 2018, je racontais des affaires qui étaient encore en cours d'instruction. J'avais fait le travail d'anonymisation que je pensais être nécessaire et la seule différence entre ce livre-là et ceux qui ont suivi, c'est-à-dire affaires d'ados et enfants en danger, je fais exactement le même procédé. Ce sont toutes des enquêtes que j'ai menées, donc pour lesquelles je serais aussi susceptible d'être attaquée pour violation du secret professionnel. La seule différence, c'est que dans le premier livre, Affaires de famille, j'avais alerté tous les magistrats et du parquet et les juges d'instruction et ma hiérarchie sur le fait que j'écrivais sur ces affaires-là en particulier. Donc en fait, ils les connaissaient, donc ils n'ont pas eu de mal à les retrouver et à dire qu'elles étaient semblables. Comme dans le numéro 2 et le numéro 3, je ne l'ai pas fait, eh ben, s'ils ont cherché ces affaires-là, ils ne les ont pas trouvées parce que je pense que le travail d'anonymisation, je l'ai fait de manière correcte. Donc, au mois de mai, je suis condamnée pour violation du secret professionnel. J'ai fait appel tout de suite. Et là, je passe devant la Cour d'appel de Versailles. L'audience, elle est prévue le 12 mars 2024. Et entre-temps, il y a eu la poursuite administrative qui s'est déroulée dans le même mois, hein, on est toujours sur le mois de mai, où je ne me suis pas déplacée au conseil de discipline parce que j'étais en arrêt maladie à cette époque-là et que j'étais pas en situation d'affronter ça. Et donc, ils ont demandé la révocation, alors que dans la procédure administrative, pour les mêmes faits, hein, puisque la procédure administrative, elle est dans les mêmes faits que ce qui se passe au judiciaire, l'IGPN préconisait un blâme, et on se retrouve quelques mois après, et notamment après la sortie de Police à la loi de l'Omerta, dans laquelle on critique beaucoup l'IGPN, où on critique aussi la procureure générale du 92 de l'époque, de collusion, quand même. Donc en fait, je me suis fait condamner, mais je le savais. Enfin, je veux dire, pour moi, il était logique que je sois condamnée parce que c'est vraiment eux que j'ai attaqués. Et d'ailleurs, dans l'enquête, j'avais pas arrêté de dire que ce serait pas normal que je sois jugée par ceux que j'attaque dans mon livre, parce que pour moi, ils sont jugés partis et c'était nécessaire de faire une délocalisation. Et dépaysement, on appelle ça en judiciaire. Et le dépaysement n'a pas été fait. Donc voilà, le dépaysement, il sera fait ben, à l'appel devant la cour d'appel de Versailles. Et puis on verra à ce moment-là voilà, ce que ça donne. Alors, dans la partie que je connais, qui est celle du ministère de l'Intérieur, il y a de la censure et de l'autocensure et de la désinformation. Donc, l'autocensure, elle vient des policiers parce que comme ils ont peur de parler, bah, du coup, ils ne parlent pas. Ou alors, ils agissent de telle manière qu'ils ne soient pas mis en cause ou ne pas déranger, faire ce qu'on nous demande, ne pas critiquer, ne pas questionner. En fait, on dit souvent que à partir du moment où on commence à se poser des questions, c'est le début c'est le début de la dégringolade. Et c'est vrai. Donc, c'est un peu comme si on n'avait pas le droit de réfléchir finalement, ni de parce que je veux dire, des erreurs, c'est humain, on en fait. Et effectivement, dans la police, ça, c'est quelque chose qui est très particulier. On n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est médecin, quand on fait une erreur, on a une responsabilité et on paye des assurances pour ça. Et donc, on peut mettre en jeu les assurances pour réparer les erreurs qui sont commises quand on les reconnaît. Dans la police, il n'y a pas du tout ça. On n'a pas
Il y a pas une L'État ne prend pas une assurance en disant si les flics font des conneries, on pourra réparer ces conneries-là. Et de ce fait, comme on n'a pas le droit à l'erreur, à chaque fois qu'il y en a une qui est commise, et c'est normal, on va toujours rechercher la responsabilité individuelle de chaque fonctionnaire et on ne pose jamais la question de la responsabilité collective. Donc, tout ça, ça crée une forme d'autocensure, voire de rentrer dans des comportements qui sont des comportements ou indignes ou qui sont en infraction parce qu'on va faire des faux PV, parce que, etc., etc. Donc ça, c'est tout ce qu'on explique dans le livre. Euh, donc ça va de l'autocensure juste à je ne fais rien, je me tais, je suis dans un cadre d'une omission, en tout cas voilà, de je me tais et je ferme ma gueule, à je suis obligée de faire des choses que je n'aurais jamais imaginé devoir faire, toujours pour me protéger et protéger ma situation individuelle. Ça, c'est ce qu'on va mettre dans l'autocensure. Et après, dans la censure, par exemple, sur les médias, ce que j'ai pu observer, c'est qu'effectivement, quand on a sorti le livre Police, la loi de l'Omerta, je ne dis pas qu'il n'y avait pas eu d'articles, hein, parce qu'il y en a eu beaucoup, mais on va dire pas dans ce qu'on va appeler les médias mainstream, qui souvent sont un peu frileux sur ces sujets-là. Donc déjà là, il y a clairement, je pense, une censure parce que, et ça c'est le dernier point qui est important à soulever, c'est que la majeure partie de l'information, elle vient du ministère de l'Intérieur. Les statistiques, elles sont données par le ministère de l'Intérieur. Les informations qui sont reprises par le Parisien, pour ne citer que, sont des informations qui viennent du ministère de l'Intérieur. Donc, si du jour au lendemain, ils se mettent à critiquer celui qui donne l'information, ben, ils n'auront plus d'informations et donc ils pourront plus, entre guillemets, relayer une information. Et ce qui est fortement préjudiciable pour le citoyen, parce que du coup, ben, il y a toute une partie de la réalité qu'on ne leur montre pas et qui est cachée. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, les journalistes ne peuvent plus ignorer le fait qu'ils sont pris, entre guillemets, dans ce système-là et qu'ils ne peuvent plus en sortir. Et aussi parce qu'on ne leur donne pas les moyens, parce qu'on ne leur donne pas le temps de le faire. On va quand même pas leur donner du temps pour faire des enquêtes, pour incriminer des politiques. C'est plus possible aujourd'hui. Donc, je pense que c'est un tout, c'est-à-dire autant le système, c'est-à-dire nous de l'intérieur, que celui qui est censé donner de l'information, de la vraie, on ne va pas lui donner l'opportunité ou de le faire. Et quand il tente de le faire, on va se débrouiller pour lui faire comprendre qu'il ne doit pas le faire. Et comme la plupart des médias aujourd'hui sont dans les mains d'intérêts privés, bon, bah, je veux dire, la boucle est bouclée, c'est terminé. Bien évidemment qu'il faudrait plus de lanceurs d'alerte partout, ça on est d'accord, et j'ai l'espoir qu'il va y en avoir de plus en plus, parce que de toute façon les gens sont tellement à bout qu'ils n'ont plus le choix. Là où ça pose problème, c'est qu'ils ne sont pas protégés, pas assez, que la loi, la dernière loi qui est passée, elle met, entre guillemets, le défenseur des droits en situation de pouvoir les protéger, mais c'est un processus qui est long. Je veux dire, moi, je les ai saisis en décembre l'année dernière, ils sont encore en train de statuer dessus, donc je trouve que les mécanismes ne sont pas assez réactifs. En dehors du défenseur des droits, la protection fonctionnelle ne fonctionne pas. Monsieur Darmanin a dit qu'il allait entre guillemets, la rendre plus efficiente. Je suis moins sûre parce qu'en réalité, il faudrait systématiser la protection fonctionnelle de tous les fonctionnaires, qu'ils soient victimes ou mis en cause, et que même s'ils sont victimes d'un autre flic ou d'un autre fonctionnaire, et ben, qu'ils aient quand même, que tout le monde ait la protection fonctionnelle et que si jamais on arrive à un moment donné devant les tribunaux et que quelqu'un est reconnu comme étant coupable d'avoir fait commis telle infraction, quitte à ce que l'État se retourne après contre le fonctionnaire qui a bénéficié de cette protection fonctionnelle et lui demande de rembourser. Mais à partir du moment où on ne permet pas aux fonctionnaires de se protéger, c'est-à-dire d'avoir accès à ou des avocats ou de l'argent pour payer les avocats, on n'avancera pas plus haut. Et tous les lanceurs d'alerte que je connais aujourd'hui sont dans des situations personnelles et individuelles qui sont dramatiques parfois. Et voilà, mais à force, au bout d'un moment, il y en aura tellement que, quid, qu'est-ce que l'État en fera en fait? Et je pense que c'est ça dont l'État a peur, c'est de la convergence des oppositions et de se dire finalement à un moment donné, on va bien se rendre compte que tout ça ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, ça n'est pas par enfin, ça n'est pas par mauvaise volonté ou par naïveté. C'est à l'inverse, c'est parce que ça les intéresse au premier plan en fait. Voilà.